Allô. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mardi 24 juin 2014. Je me demande si c'est ok au niveau du son et de l'image. Et on va commencer tout de suite cette émission. Alors, je vais me connecter au Mumble. J'entends votre confirmation par rapport au son et à l'image. Merci Cédric. Alors, cette émission est une émission, le nom est Trader Ensemble, le live. L'idée de partager nos points de vue, nos idées, nos prises de position. C'est une sorte de libre antenne dédiée au trading. Vous pouvez participer par écrit ou par audio. Donc par écrit en bas, en dessous du cas de diffusion de l'émission en bleu ciel. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire, vous pouvez participer à tout moment. Ou le Mumble, lien vers le forum où tout est décrit pour nous rejoindre sur le chat audio. Vous pouvez prendre la parole à tout moment, que vous soyez débutant ou trader confirmé. Et bien cela se passe via le lien Mumble, M-U-M-B-L-E, en bleu ciel, en haut à droite du cadre de diffusion de l'émission. Aucun conseil d'investissement n'est produit dans le cadre de cette émission. Si vous choisissez de me suivre ou de suivre l'un des membres, cela incombe de votre responsabilité. Pas grand chose d'autre. Non, vous pouvez suivre les résultats de mon compte à tout moment, quand sur le lien Mes résultats et MAM, en majuscule MAM, donc c'est un compte mutualisé, au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Je suis vendeur de Dow Jones, actuellement négatif. On va voir ce que ça donne. Là, on a des acheteurs qui reprennent en main le marché. On est dans une zone qui a déjà été distribuée, donc on va voir ce qu'il en est. Je suis un biais vendeur sur le Dow Jones depuis plus d'une semaine maintenant, une semaine et demie. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Et comment négocier ce qui est proposé. Alors, sur l'euro-dollar, on a une pression vendeuse. Sur l'euro-yen, on reste assez haut perché. Le dollar-yen décale à la hausse. La livre sterling face au dollar baisse. Les marchés actions européens, à l'image du CAC 40, stagnent. Le Dow Jones, donc les marchés américains, sont plutôt haussiers, mais assez calmes et dans les zones qui ont déjà été travaillées. Moi, je suis vendeur. Alors, en intraday, j'ai deux positions à la vente ici. Là, vous les voyez en bleu ciel. Donc, à 16 902 points et 16 918 points. Actuellement, on cote 16 940. Donc, on verra ce qu'il en est. Et autrement, j'ai des positions qui courent depuis la semaine dernière, même vendredi de la semaine d'avant, donc à 16 724 et 16 734. On verra comment cela évolue. Tu es dans le bon sens, Fab, demande humanoïde. Ben, pour le moment, non, c'est négatif. On va voir ce qu'il en est ensuite. Ça, on avait vu, dollar explose, purée, 26, c'est chaud. Alex qui partage un lien, on va regarder ça. Voilà Alex, qui avait vendu l'euro-dollar, donc sur quasiment les plus hauts, ici en graphique 5 minutes. Donc il laisse courir et qui va même recharger à la vente si on atteint différents niveaux. Alors qu'est-ce qui te motive à poursuivre la vente et à pyramider ainsi? Qu'est-ce qui te donne confiance dans un scénario de vente et de baisse de l'euro-dollar? Ça on avait vu. Il va bien monter le Dow Jones, je le vois casser, disait Mario. On verra ça. Tu as des positions acheteuses, Mario? Si oui, à quel niveau? Alors, on avait des nouvelles à 16 h. Confiance du consommateur américain qui est tombé à 85.2 au lieu de 83.6 attendu. Vente de maisons neuves à 504 000 au lieu de 442 000 attendu. Donc c'est des bons chiffres par rapport à l'économie américaine. Donc là, le Dow Jones et les marchés américains réagissent plutôt bien dans un premier temps. On verra ce que ça donne ensuite. En ce moment, les nouvelles d'ordre macroéconomique, je dis en ce moment, ça fait des années maintenant, ça fait depuis la crise des subprimes, ne sont plus interprétées comme elles pouvaient l'être avant, puisqu'on est dans des spéculations par rapport au comportement de la Banque Centrale Européenne, des banques centrales, que ce soit européennes ou américaines d'ailleurs, la Fed. Donc voilà, on va voir. Dans le premier temps, effectivement, accélération haussière légère, on verra ce que ça donne ensuite. Alex qui donnait un lien vers un autre graphique ici en H4, avec une dynamique de fond baissière.
des ventes. Voilà, donc comme réponse à ma question tout à l'heure, il surfe sur la tendance de fond. Et parie sur un rebond sur une résistance oblique baissière. On verra ça, merci. Mario qui disait je trade pour ma gueule, c'est le fric qui m'intéresse, lol, disait Mario. Non, pas de stats, moi j'ai rien à prouver, j'en ai rien à foutre. Épicure, désolé. Ok Mario. Bien Mario, donc là tu... Ouais, donc je disais Mario, tu dis que voilà, tu trades pour toi et que enfin voilà, t'es pas là pour le partage. Ce qui t'intéresse, c'est ton argent, etc. Très bien. Après, Mario, depuis plusieurs jours, t'es assez vindicatif à mon égard et à l'égard de mes résultats. Mais du coup, est-ce que tu te juges crédible puisque tu partages rien, donc on sait absolument pas ce que tu vaux ni ce que tu dis. Et derrière, tu critiques très sévèrement ce que je fais. Est-ce que tu te juges crédible dans ce rôle ou pas trop, Mario? Alors, Ludo qui laisse un lien. On va regarder ça. Talent.fr. Économie. Le gouvernement va élire 40 PME pour les lycées au rang. De ETI, la France manque cruellement de ces entreprises de taille intermédiaire, 250 à 5000 salariés. Le gouvernement veut avoir leur nombre augmenté rapidement pour soutenir la croissance. Voilà. C'est ce qu'on avait pu voir. Tu vas gagner avec ta monnaie de singe des humanoïdes. Pas très cool des épicures. Short de NZD USD partagé par Alex. Avec une belle bougie baissière. On verra si ça va être suivi avec un stop placé en haut de la zone qui avait déjà été travaillée. Pourquoi pas au-dessus, Alex, si t'as motivé à placer ton stop loss précisément à ce niveau? Quelles sont tes zones d'objectif pour le NZD USD? Breakout support H4. Mario, fais comme moi, partage. Ok. Alors, on va enchaîner. On va aller voir ce qui se dit. On va commencer du côté de la Suisse avec investir.ch. J'aime bien leur chronique quotidienne où ils font le bilan et le point sur les focus, les points d'intérêt majeurs concernant les marchés. On écoute ça. La chronique du jour. Alors, ce 24 juin, putain, c'est déjà la fin du mois de juin, ça repasse. Mais alors, pourquoi il n'y a pas la... Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique du 24 juin 2014. J'ai envie de dire joyeux anniversaire parce que ça fait quand même 2 mois qu'on n'a plus vu un mouvement de plus de 1% sur le marché américain. Il fut un temps où le marché montait, descendait, puis remontait fortement, puis tout à coup corrigeait massivement pendant 3 jours, puis stagnait une semaine avant de reconstruire une tendance haussière. On pouvait vendre des poudres pour bénéficier d'une volatilité élevée qui nous permettait parfois d'acheter des actions à des prix défiant toute concurrence, tout en bénéficiant de ces creux et de ces bosses représentés sur les graphiques que l'on voit à la télé. C'était fun, pas une journée n'était semblable, ça bougeait et c'était excitant. Depuis que les banques centrales ont décidé d'automatiser le marché et de lui interdire de vendre parce que de toute façon ça ira plus haut ensuite, c'est devenu beaucoup moins fun. Tenez, quand vous regardez les statistiques aux USA, le marché n'arrête pas de monter depuis 6 jours. Hier, il baissait pour la première fois. Le Dow Jones corrigeait de 0,06% et le S&P 500 de 0,01%. Et encore, le Nasdaq, lui, parvenait à terminer en hausse de 0,02%. Et en plus, comme je le disais dans le titre, cela fait 2 mois que nous n'avons plus vécu un mouvement de plus de 1% sur les indices américains en une seule journée. En résumé, ça monte, mais c'est ennuyeux au possible et ça ne baisse jamais. On va finir par s'y habituer et peut-être que finalement, à force d'intervenir et de rendre le marché artificiel, les banques centrales ont trouvé la formule magique pour faire monter le marché sans cesse, gentiment, mais sûrement.
Peut-être que le cri de guerre des bulls, plus jamais faible, est finalement devenu le nouveau normal. C'est un peu ce que l'on espérait voir arriver depuis des années, mais maintenant que nous y sommes arrivés et que ça monte tout le temps, c'est étrange, mais c'est nettement moins drôle. Pour être parfaitement franc avec vous, il se passe tout de même des choses, mais tout est devenu très spécifique. Un profit warning est généralement toujours très bien sanctionné par le marché puisque tout le monde veut sortir du titre au même moment et que plus personne ne veut en acheter. Cela donne toujours lieu à de belles variations, mais cela ne se produit plus à grande échelle pour le moment. Il faut dire que les chiffres économiques sont tellement bons actuellement qu'il n'y a rien qui soit capable de déclencher un sell-off général. Tenez, ce matin, je lisais le commentaire d'un analyste qui disait que le marché était trop rose et que ce n'était jamais bon et que nous devrions rapidement avoir une correction de 3-4%. 3-4% de correction, c'est ce que nous faisions en 2 séances il y a quelques mois. Il y a quelques mois, 3-4% de correction, ce n'était rien. Aujourd'hui, c'est le marché qui est devenu tellement catatonique que 3-4%, c'est bientôt un crash boursier. Heureusement, il y a le M&A, les fusions et les acquisitions, comme on les appelle chez nous. Et en ce moment, c'est du pain béni. Il n'y a pas une journée qui s'écoule sans qu'une grosse boîte fasse main basse sur la concurrence, et en plus avec des primes de folie. Regardez aux USA, rien qu'hier, nous avons vu Integris Energy qui se faisait bouffer par Wisconsin Energy pour 5,7 milliards. Le titre Integris prenait 12% sur la nouvelle. Central Garden & Pet Co se voyait offrir $10 en cash de la part d'Arbinger Group et l'action progressait de 6%. Et puis Oracle a donc confirmé l'acquisition attendue de Micros Systems, ça fait une semaine qu'on en parle, pour 5,3 milliards. La saison des takeovers bat donc son plein et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Les compagnies sont bourrées de cash, elles ne savent plus quoi en faire et parfois elles trouvent de la croissance dans l'achat compulsif. Hier, pendant que le marché était en pause aux USA, les Européens ont tout de même trouvé le temps et la force de vendre un peu. Il faut dire que les chiffres du PMI qui étaient publiés hier y étaient pour beaucoup, surtout en France. Soyons clairs, ce n'était carrément pas terrible. On ne va pas pinailler sur l'Allemagne ou l'Europe dans son ensemble, mais ce n'est pas avec le PMI européen que l'on a envie d'imager la croissance éternelle. C'est surtout celui de la France qui foutait la trouille au marché. Pour faire simple, on a la sale impression que le pays est en contraction et que ça sent vraiment très mauvais. Pour le reste, on retiendra que le secteur immobilier est sous pression à Londres, surtout à cause du fait que les réglementations pour les emprunts hypothécaires sont en train de changer et faciliteront moins la vie des acheteurs. À côté de cela, Alstom baissait suite à l'annonce officielle du rachat de GE. Le bon vieux sell the news, sans compter qu'une Alstom avec 20% de Montebourg dedans, ça excite moins comme investissement. Et puis on attend toujours la confirmation de l'amende de la BNP. Le suspense est insoutenable et le range est toujours entre 8 et 9 milliards. L'or est à 1317$ alors que tout le monde l'attend à 1000, ceci expliquant peut-être cela. Et puis le pétrole s'est pris près de 1,5$ dans les dents en 24 heures parce que Kerry a rencontré les autorités irakiennes, ou ce qu'il en reste, et a confirmé qu'il ne laisserait pas faire les factions islamistes. Ceci semblait rassurer les traders. Après tout, c'est vrai, si Kerry le dit, c'est qu'il ne laissera pas et qu'il ne laissera pas faire les islamistes, c'est sûrement vrai. Ce matin, le baril est à 105,70$. Merci, monsieur Kerry. À propos du baril, j'ai été fasciné par un article sur lequel je suis tombé ce matin. On y apprend ce matin que finalement, ce qui se passe en Irak n'est pas très important parce que selon les économistes de Morgan Stanley, la hausse du baril de $10 n'impacterait pas l'économie américaine pour autant qu'elle ne soit que temporaire. Si elle venait à être permanente, cela pourrait impacter le GDP de 0,4%. Par contre, si le baril prend $50, alors là, on va parler de ralentissement de la croissance, voire de récession. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 5 ans, ce n'était pas du tout la même théorie. Il paraît que ça a changé parce que maintenant, on maîtrise mieux les coûts énergétiques et les voitures consomment moins. Ah bah alors, si c'est ça, ça change tout. Non, moi je vous le dis, heureusement que l'économie n'est pas une science exacte, comme ça permet à tout le monde de dire n'importe quoi, n'importe comment, comme c'est invérifiable, on ne sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. En tous les cas, plus on va de l'avant, moins j'ai envie d'écouter les experts parce que franchement, après tout, une bonne capacité d'improviser et de dire n'importe quoi en faisant semblant d'y croire, une pièce de monnaie pour jouer la direction depuis à pile ou face et le tour est joué. En conclusion, retenez bien que la hausse du pétrole n'est pas un problème, l'économie, elle est trop forte, elle gère. En Asie, c'est relativement calme, le Japon ne fait rien, Hong Kong et Shanghai sont en hausse de 0,4%. À Hong Kong, on se remet de la baisse de 1,7% accumulée hier et on parle aussi pas mal de bulle immobilière en Chine, surtout depuis qu'un des experts principaux sur le sujet est en train de faire une conférence en Europe pour le crier sur les toits.
Dans les nouvelles du jour, on retiendra que tout le monde achète le marché sans se poser de questions, mais qu'en même temps, tout le monde pense que ce n'est pas bon marché. À ces niveaux, Goldman Sachs, le roi de la bourse, est donc intervenu et propose au monde entier la solution. Une liste de 15 titres qui ne sont pas chers. Eux, ils ont déjà acheté, comme ça, ils pourront les vendre quand vous voudrez les acheter. Il s'agit donc de Ford, General Motors, Lowe's, Whirlpool, GameStop, Dow Chemical, Freeport-McMoRan, International Paper, Nucor, Avery Dennison, Principal Financial, Aetna, Eaton, Stanley, Black & Decker et Corning. Dans les nouvelles du jour, c'est triste, pas grand chose à dire. Certains se demandent si le QI japonais ne serait pas à risque, et c'est Oxford Economics qui le dit. On parle de l'iPhone 6 en septembre, bien que tout le monde ne soit pas d'accord sur le mois. Il y aurait un cessez-le-feu en Ukraine. Ah bon? Parce qu'on était en guerre. Et le baron se demande si Coach est une opportunité d'achat ou pas. Selon le même journal, le talon d'Achille du bull market, c'est le secteur de la consommation. Ils sont bullish sur les chiffres du trimestre d'Alcoa à venir bientôt et ils nous proposent une liste de titres qui devraient profiter de l'iPhone 6, InvenSense, NXP Semiconductor et Synaptics. Côté chiffres économiques, nous aurons le trade balance en Suisse, l'IFO en Allemagne ainsi que le business expectation. Il y aura aussi le trade balance italien, les ventes des grands magasins aux USA, puis un wagon de chiffres sur l'immobilier américain. Le Consumer Confidence et le Richmond Manufacturing Index seront aussi parmi nous. Pour le moment, les futurs sont généralement dans le rouge, mais alors très légèrement. L'euro-dollar devient presque aussi passionnant que les marchés actions et se traite à 1,3596. Le dollar yen est à 101,94, le bitcoin est à 580 $ et le 10 ans américain offre un rendement de 2,62%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain à la même heure et au même endroit. Très très bonne journée. Voilà donc le point réalisé par investir.ch. Pour le moment, les acheteurs continuent à prendre en main le marché sur le Dow Jones, toujours dans cette zone qu'on a déjà travaillé, et donc c'est pas bon pour les positions à la vente. Alors sur le chat écrit, qu'est-ce qu'il se disait? Ça on avait vu, ok. Ça on avait vu. Hein, Malotred qui disait, il va monter le Dow Jones, la dernière fois que je le dis, merde, en plus mes signaux sont gratuits, Fab disait Mario. Se concentrer sur le Dow Jones, t'as des stops, pas besoin de se concentrer, disait Ludo. Emmanuel qui disait, Fab, pourquoi tu coupes pas et tu mets en hausse sur le Dow Jones, demandait Emmanuel. Tu vas pas rester overnight jusqu'en juillet, si, demandait Emmanuel. Comme tu l'as vu, comme j'ai expliqué à de nombreuses reprises, donc sur le Dow Jones, j'essaye de prendre des mouvements de baisse, comme là on a une ouverture en baisse, prendre mon bénéfice si le mouvement ralentit, comme ça a été fait hier, et si ça se passe mal, prendre mes pertes au fur et à mesure, comme ça a été fait la semaine dernière. Je pense que mon point de vue est assez clair et assez clairement expliqué. Si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, ça on avait vu, exact Ludo et stop. C'est vraiment wake les marchés européens depuis ce matin. Fab, tu es mal encore à dire humanoïde. Sur la journée, c'est une perte de 0,4%. Donc, effectivement, c'est négatif. Après, c'est comme ça, quand on investit sur des marchés directionnels, voilà, il faut un risque pour justifier le rendement. L'idée de trouver un compromis qui permet de dégager un bénéfice. Donc, voilà, une perte de 0,4% pour le moment. Chris qui disait, Fabien, sans être en position baissière, tu aurais pris un long pour jouer l'impulsion. Moi, je suis pas trop long sur les marchés actions actuellement, notamment sur les indices et sur les indices américains. Là, sur les prochaines semaines, prochains mois, je joue plutôt une stratégie de vente. Là, j'ai mes arguments. Maintenant, sans doute que d'autres ont des arguments pour acheter. Et bien, dans ce cas-là, il faut effectivement acheter si vous pensez, si vous avez une stratégie haussière. Et voilà, mettre en place effectivement une logique, une stratégie, une tactique qui vous permettent d'en profiter si le mouvement que vous anticipez se réalise. Et de ne pas trop perdre si le mouvement inverse s'observe, puisqu'on n'est jamais sûr sur les marchés financiers. Comme dans la vie d'ailleurs. Il ne faut jamais prévoir l'avenir. Tu vas griller Fab, gaffer, le barbecue chauffe, il y a beaucoup de braise et humanoïdes. Oui, c'est ça. Ça on avait vu. Anthony qui disait bonjour Fabien, merci beaucoup pour le partage. Tout à l'heure de mon live Trading Forex sur Vidéo Bourse, un membre m'a mis au courant. Bonne continuation. Ben, pas de souci Anthony, ouais, j'ai vu que tu publies régulièrement des sessions de trading en direct. Ben, c'est une bonne chose, ça permet d'avoir voilà, des personnes qui présentent clairement leur grille de lecture des marchés. Donc, j'avoue pour le moment, j'ai pas eu le temps de bien regarder ta manière d'investir et d'analyser les choses, mais je prendrai le temps d'observer ça de plus près. Bonne
Chandel, Anthony, Diemanoïd. Chris qui disait, Fabien, pourquoi tu trades les indices alors qu'avec ton compte à 1K JFD, pas souvenir d'avoir tradé les indices? Bah parce que là je pense et j'observe une opportunité qui me paraît intéressante sur les indices boursiers. Je pense qu'on peut avoir une bonne phase de correction dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc j'établis une stratégie. Si par le passé j'étais plus à l'aise et que je voyais des choses intéressantes sur le Forex, tant mieux, j'y reviendrai sans doute. Donc voilà, je varie et je m'intéresse aux produits qui proposent des bonnes configurations sur lesquelles je suis inspiré. Voilà. Alors une stratégie, ça t'a pas trop réussi sur le DAX il y a quelques mois. Ça dépend, j'ai eu des bons résultats, j'ai eu des moins bons résultats, donc ça dépend. Comme je disais tout à l'heure, on met en place des stratégies, après on ne peut pas prévoir l'avenir, donc on met en place des stratégies sur les scénarios qu'on anticipe. Après les scénarios se réalisent ou pas, ça dépend. Donc là on verra ça au fur et à mesure. Alors, Phil partageait un lien sur le Dow Jones ici. Donc on voyait des graphiques en H4 et en daily où Phil pense qu'on peut rallier les 17 000 points pour valider un objectif d'une pattern harmonique, d'une figure harmonique. Donc les 17 000 points comme zone haute et comme zone d'objectif. D'après Phil et sa grille de lecture, tu étais short tous les jours et au final ça a grimpé, disait Chris. Oui, alors je pense que tu parles à mes positions sur le DAX, c'était en décembre ou en janvier 2013 ou décembre 2012, effectivement. Oui, comme je disais, effectivement, tu mets en place des stratégies par rapport à un scénario que tu essayes d'anticiper. Ensuite, si le scénario se réalise, c'est profitable. S'il ne se réalise pas, c'est perdant. Voilà, on est sur des marchés directionnels. Voilà, la prise de risque justifie le rendement. Je reviens avec le même discours, Chris. Puis 17 000 points de vente swing sur Dow Jones. Capitalisme va nous tuer, chers amis. Le capitalisme va nous tuer, chers amis, disait Emmanuel. Ah oui, pourquoi ça, Emmanuel? Tiens, Fab, analyse du Dow Jones, disait Mario, qui partageait ce qu'il voyait sur le Dow Jones. Pression acheteuse, chandelier haussier. Voilà, donc Mario qui a un biais et une orientation haussière sur le marché. Est-ce que tu as pris des positions par rapport à ça, Mario, si tu penses que le mouvement de hausse va continuer? N'hésite pas à nous le partager. Voilà. C'est gratuit, mais c'est la dernière fois MDR. C'est rien que pour toi, bisous, disait Mario. Très bien, Mario. Bien, j'espère que tu en profites et que tu vas mettre en place des stratégies par rapport à tes prévisions haussières. Emmanuel qui disait il n'écoute que lui-même. Non, je ne traite pas le Dow Jones. D'accord, Mario. Alors, on va continuer à prendre de l'info, à voir ce qui se dit à droite à gauche. Alors il y avait Diamond Trading Academy qui proposait une vidéo sur le pétrole. On va écouter ça. Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur un trade de pétrole en scalping sur les carnets d'ordre. Donc le pétrole, le carnet que vous voyez à droite de votre écran. Je vous représente comme la dernière fois les marchés sur lesquels nous tradons habituellement. Donc de gauche à droite le Bund, l'euro-dollar, l'indice américain Russell, le DAX, l'indice Eurostoxx et la matière première, l'or et le pétrole que vous avez, donc comme je vous ai expliqué précédemment, à droite. Donc vous l'avez bien compris, le trade va se dérouler sur le marché du pétrole, donc contre la tendance, puisque nous avons actuellement une tendance forte à la hausse, et le trader, malgré tout, se positionne à la vente sur le marché du pétrole. Donc ce sera une stratégie multi-entrée,
Et vous voyez que le trader commence à se positionner à la vente à 106,22 et attend maintenant soit une nouvelle hausse du marché pour se positionner de nouveau à la vente sur le marché du pétrole, ou alors il attendra un retour pour prendre ses gains. Voilà, on voit ici une dynamique. Le trader reste attentif pour effectuer sa deuxième entrée sur le marché du pétrole. Et il attend la meilleure opportunité pour mettre sa deuxième entrée. À savoir qu'il s'en autorise 5 au total. L'avantage que vous pouvez visualiser avec les carnets d'ordre, c'est qu'on peut avoir les meilleurs prix. Voilà, ici le trader rentre sa deuxième patte à 106,34. Il a donc maintenant un prix d'équilibre à 106,28 et attend que le marché retrace pour prendre ses gains, ou alors que le marché reparte à la hausse pour mettre sa troisième entrée. Voilà, le marché retrace. Il clôture sa position à 106,21. Il a donc pris 7 ticks sur cette position. Merci à vous et à bientôt. Voilà donc le point réalisé par Diamond Trading. Bon, je vais laisser le lien vers leur chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Tiens, Anthony qui est venu nous dire bonjour sur le chat écran, va écouter un peu ce qu'il dit justement dans le cadre de son live, qu'on écoute ici en différé. Alors bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 juin 2014, bienvenue pour ce Morning Forex. Je suis Murgo Anthony, analyste et trader pour compte propre maintenant depuis plus de 2 ans. Et comme d'habitude, je vous livre ma version des marchés Forex sur les principales paires de devises pour le site ecoforex.fr. Pour ceux qui me connaissent, comme d'habitude, petit avertissement légal obligatoire. Donc je vous le lis. Les informations de marché et les analyses fournies restent à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation ou une sollicitation d'investissement. Ecoforex.fr ne peut être tenu responsable de l'utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent. L'investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading. Voilà, maintenant que vous avez pris connaissance de ce petit avertissement légal, on va pouvoir commencer. Avant toute chose, je vous mets au courant que j'ai toujours le rhume d'hier, il n'est pas parti. Donc si je parle comme un canard, c'est pas de ma faute, je suis désolé. Donc faites pas attention, je vais essayer d'être le plus clair possible dans la voix. Pardon. Donc on va commencer par l'euro-yen. L'euro-yen en donné 4 heures. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Ichi? Alors, je vous avais dit l'euro-yen, souvenez-vous, quand cette lagging span avait clôturé au-dessus de cette Kijun, qu'on s'attaquait plus ou moins en nuage, on pouvait avoir un signal d'achat qui commençait à se dessiner. Pourquoi on pouvait avoir un signal d'achat qui commençait à se dessiner?
Je vous avais dit que si les cours viendraient reclôturer au-dessus de ce nuage, donc au-dessus de cette partie haute du nuage, qui est la SSB, on pouvait vraiment avoir un signal d'achat intéressant. C'était encore une fois dans le site Ecoforex. Voilà, vous avez dans l'article analyse CFD Forex Euro-Yen du 19 juin, vous avez pourquoi on expliquait qu'il pouvait y avoir un potentiel signal d'achat et qu'on allait surveiller. Pas évident de parler avec un nez bouché, je veux me moucher. Attraper un rhume en plein été. Je sais pas comment j'ai fait ça. Donc après, vous avez ces séries de toupies qui étaient venues affaiblir ce mouvement de hausse, qui rendait ce mouvement de hausse très incertain. C'était sûrement la baisse de ce mouvement de hausse. Vous avez toutes ces chandelles hautes qui venaient buter contre cette partie haute du nuage. Ça ne voulait pas percer, donc ça tenait. Qu'est-ce qui s'est passé? On a replongé, on a recroisé Tenkan, on a recroisé Kijun au niveau des prix, pour finalement venir s'échouer sur ce support mensuel des 138,36, support qui pour l'instant a tenu. Au niveau des prix, on a quelque chose d'intéressant, puisque là les prix repartent à la hausse. Ils tentent de revenir retester une fois de plus cette partie du nuage. Seule petite nouveauté, on a cette lagging span qui maintenant évolue au-dessus, dans le nuage, à l'intérieur du nuage, et au-dessus de cette SSA. Donc, il lui reste plus qu'un obstacle à franchir, c'est cette partie haute du nuage, c'est cette SSB. Donc, si on a les prix dans un premier temps qui viennent clôturer au-dessus de cette partie haute du nuage, et qu'ensuite on a une SSB qui vient clôturer, on a une qu'est-ce que je dis, on a une lagging span qui vient clôturer également au-dessus de cette partie haute du nuage, on pourrait aller chercher cette résistance journalière située à 139,90. Je vais tracer un niveau de Fibo pour voir si jamais on n'a pas des objectifs un petit peu moins hauts. Voilà, on a ce premier objectif des 61,80% de retracement de Fibo, objectif à 139,18 très exactement. Vous voyez comme les niveaux de Fibo sont très très pertinents par rapport au système Ishimoku, et c'est pour ça que mis à part la Fibo, les retracements de Fibo, les trendlines haussières ou les trendlines baissières, c'est juste que je peux utiliser, ce que je vous conseille d'utiliser en parallèle avec l'Ishi. Auquel cas, Ishimoku se suffit vraiment à lui-même. Vous voyez que ce niveau des 38,20% correspondait plus ou moins à cette Kijun. On a un niveau des 50% qui a tenu, qui correspondait à la partie haute du nuage. Donc là, prochain objectif, si on casse ce niveau, on pourra aller chercher les 61,80% de retracement de Fibonacci pour ensuite aller viser cette résistance journalière à 139,90. On va aller voir sur un graphique en journalier. Alors, en journalier Euro-Yen, toujours la même vue en fait pour ceux qui nous ont suivis, pour ceux qui ont suivi nos précédents lives. Je vous avais dit, on a cette Kijun assez plate qui fait office de résistance. Et globalement, les cours sont enfermés entre une Tenkan et une Kijun. Donc on est, et ça confirme bien, dans une zone d'incertitude. Là, on a une lagging qui tente de s'attaquer au prix. Néanmoins, le tout évolue en dessous des nuages. Donc, on pourrait se dire, on a quand même un biais baissier. On a un biais baissier, c'est baissier pour l'instant. Mais si on viendrait à casser cette Kijun, si on viendrait... je suis en train de m'étouffer avec le nez bouché là, c'est pas évident. Je suis désolé, je vais encore... Excusez-moi. Donc on a... qu'est-ce que je disais? On a cette Kijun qui fait office de résistance. Donc si les prix reviennent clôturer au-dessus, on pourrait globalement
envisager un rebond à court terme. Encore faut-il que cette lagging span tente à franchir et parvienne à franchir les prix. Auquel cas, on aurait un objectif qui se situerait sur cette résistance intermittente des 139,90. En Fibo journalier, je ne sais pas si on aurait des niveaux un petit peu plus proches, comme par exemple le niveau des 38,20% qui se situe plus ou moins à 139,50. Vous voyez que cette Kijun correspond plus ou moins au niveau des 23,60% de retracement de Fibo. Donc voilà, on peut aller, si ça clôture, on pourra aller rechercher les 139,50. Auquel cas, on pourra aller rechercher ensuite les 139,90. Et si les 139,90 cassent, si on casse également ce niveau de retracement des 50% de Fibonacci, là, on pourra aller rechercher le niveau des 61,80% de retracement de Fibonacci. Donc, sous haute surveillance sur l'euro-yen, on pourrait avoir des choses intéressantes qui pourraient se produire dans les prochains jours. On va surveiller tout ça, on va regarder. Je vais aller supprimer ce Fibo journalier parce que sinon il va nous embêter. Voilà, on pourrait avoir des choses intéressantes. Donc, premier objectif déjà, c'est de clôturer au niveau des prix au-dessus de cette partie du nuage. Et ensuite, deuxième objectif, c'est que cette lagging span clôture également au-dessus de cette partie haute du nuage. Donc, on va surveiller tout ça. Et bien sûr, vous serez, comme d'habitude, mis au courant dans les news en temps réel du site internet ecoforex.fr. Donc, news en temps réel ici. Vous avez toutes les news en temps réel. Alors, bien sûr, je m'excuse également, je n'ai pas pensé à le dire, mais ce matin, on avait un live morning qui était prévu à 10h30. Il a été décalé à 11h. Donc, je suis désolé, ça arrive rarement, mais si vous regardez les news en temps réel, normalement, vous étiez au courant. Donc, voilà pour l'euro-yen à surveiller. L'AUD-USD, alors l'AUD-USD, qu'est-ce qui se passe sur l'AUD-USD en données 4 heures? Alors, en données 4 heures sur l'AUD-USD, on est venu rechercher cette résistance des 0,9438, plus ou moins. On a, oui, plus ou moins, parce que cette chandelle haute n'avait pas confirmé cette résistance. Mais globalement, on bute contre ce niveau. Donc ce niveau constitue désormais un niveau de résistance à 0,9438. Actuellement, les cours tentent une correction. Donc à la baisse, ils viennent de croiser leur Tenkan à la baisse. Ils vont peut-être aller rechercher cette Kijun. Kijun qui se situe plus ou moins sur le niveau des 0,9383. Donc pourquoi pas. Alors ce qui j'aime pas trop sur l'AUD-USD en ce moment, sur un time frame en données 4 heures, c'est que vous voyez ces nuages sont assez plates, sont assez plats. Donc ce qui pourrait indiquer un mouvement de consolidation dans les prochains jours qui vont arriver. Donc on observera également cette parité pour voir qu'est-ce qui se passe de plus près. Globalement, on a toujours une lagging span qui évolue au-dessus du nuage, au-dessus des Teken, au-dessus des prix, au-dessus de Kijun. Donc pour l'instant, toujours un biais haussier, mais on pourrait rentrer dans un mouvement de consolidation à court terme. Globalement, si cette résistance tient, si ce support tient, support mensuel à 0,9365, on sera plutôt dans un range. Vous voyez cette chandelle basse, ce chandelier qui est venu faire mèche basse, pardon, sur ce support mensuel, prouve bien qu'on a un niveau ici important. On va tracer un petit Fibo pour voir la dernière correction. Si on a des infos, c'est vraiment super propre. Vous voyez pourquoi je vous dis de temps en temps Fibo c'est assez propre, parce que là par exemple, vous voyez que ce support mensuel correspond au niveau des 38,20% de retracement de Fibonacci. On avait également on a également toujours la Kijun qui correspond plus ou moins au niveau des 50%
de retracement de Fibonacci. Et là, on est venu faire une mèche basse, mais alors vraiment très très propre sur ce niveau des 61,80% de retracement de Fibonacci, mais très propre. Ok, bon, ça c'était la session de trading en direct par Anthony, donc qui utilise notamment Ishimoku. Je laisse le lien vers sa vidéo pour ceux qui veulent suivre ça en entier. Alors, toujours en position à la vente, pour le moment c'est négatif sur le Dow Jones. Dow Jones sur lequel on est sur une zone de résistance horizontale potentielle. En tout cas dans une zone sur laquelle les acheteurs avaient eu du mal ces derniers jours. Donc on va voir ce qu'il en est. Moi j'ai mes positions ouvertes à ces différents niveaux. Donc on va voir ce qu'il en est. Ici en M15. Sur les autres marchés, on a un euro-dollar qui baisse clairement, euro-yen qui stagne, dollar-yen qui a pris une belle impulsion haussière, GBP-USD, donc la US face au dollar, sous impulsion baissière, et le CAC 40 qui a un petit peu retracé, on verra ce qu'il en est par la suite. Voilà le contexte dans lequel on est. Alors, sur le chat écrit, qu'est-ce qui se disait? Le son est saccadé, Fab, disait Épicure, essaye de baisser la qualité de l'image sur livestream, donc sur le lecteur livestream. Et sinon, ben, c'est possible que ça vienne de chez toi, effectivement. Mais j'essaie de fermer les applications. Sinon, je pourrais pas faire mieux. Essayer de passer en qualité basse. Voilà. Alors, ça, on avait vu. Ok. Pas besoin de comptage, je rapporte simplement sur ma fiche d'impôt les bénéfices et mes pertes. Mon broker me fournit directement le montant des années. Moi aussi je suis en compte propre, mais salle de fois. Ok, donc t'es pas déclaré ça. Attention, si tes gains réguliers, chaque année, tu peux être considéré comme trader pro et non particulier, disait Chris. Ouais, enfin ça, il faut quand même pas... Il faut dégager des gros bénéfices sur plusieurs années pour pouvoir être inquiété. Enfin, je veux dire, plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices sur plusieurs années. Donc voilà, ça concerne peu de gens. La plupart des gens sont au régime des traders particuliers. Je crois que c'est activité libérale, un truc comme ça. Société en cours de création visant à monter une équipe de traders pour compte propre, un bureau d'analystes, dit Anthony. Surtout l'écart entre particuliers et sociétés, pas énorme. Anthony, qui publiera peut-être ses ça sur ma Facebook prochainement, ce sera intéressant de suivre ça effectivement. Même ta banque peut refuser. Hein. Je vais préparer mon live à 17 h, je te remercie encore une fois Fabien pour ton partage. Eh bien, très bien Anthony, on peut le retrouver sur la chaîne YouTube, je vous ai mis le lien vers sa vidéo. Alors, en société, trader, ta banque... Je dis juste que quand tu es trader dans ton coin en particulier, personne ne reconnaît ton taf. Tu aurais fait fiscaliste. Hein.
Ok, donc ça c'est bon. Alors, on va continuer à prendre de l'info, à voir ce qui se publie à droite à gauche. Le duplex bourse, ça m'intéresse pas directement. Du côté de chez Xerfi, on avait eu des vidéos très intéressantes hier. L'entreprise face au... Ok. Alors justement, ils font des prévisions souvent Xerfi. Eh bien, ils reviennent ici sur leurs prévisions, on écoute ça. Récession, l'heure de la sortie. France, une reprise à tâtons. C'était il y a un an les titres de 2 vidéos successives concernant les perspectives pour la France pour la fin 2013-2014. Refaire un tour de ces prévisions, un an après, est un exercice salutaire, riche d'enseignements, plus sur les erreurs que sur les bons points, car cela donne un éclairage sur le futur. Il y a d'abord les erreurs de chiffrage, puisque nous anticipions à l'époque une baisse du PIB de 0,4% pour l'ensemble de l'année, avant un rebond de 0,4% pour cette année. Depuis, le chiffre 2013 est tombé. La croissance ressort à plus 0,4%. Depuis, nous avons aussi revu notre prévision pour 2014, qui est aujourd'hui de 0,6%. Marginal pour 2014, l'écart avec 2013 est important. Et il résulte d'un biais trop pessimiste de notre prévision. C'est de notre responsabilité. Mais il y a aussi une composante technique, l'INSEE ayant revu sa méthode de calcul du PIB. Ce n'est pas neutre. Il y a un an, au moment de l'élaboration de notre prévision, 2012, c'était une croissance zéro. Depuis, elle a été ramenée à plus 0,4%. Le point de départ n'était donc pas le bon. Notre scénario insistait alors sur la mise en place progressive des conditions nécessaires à la reprise. Là, pas de mauvaise surprise. Les éléments sont bien là. En revanche, les enchaînements et l'engrenage positif, eux, se sont grippés. Notre séquence de reprise reposait alors sur 2 hypothèses fortes. 1. Une géographie mondiale de la croissance plus favorable à nos exportateurs avec son basculement sur les pays avancés, avec en arrière-plan pour l'Europe une Allemagne prête à jouer son rôle de locomotive en relançant sa demande domestique. La méforme des briques, le retour du Japon, l'envolée de l'économie britannique et les performances américaines, même tronquées par un hiver exceptionnellement rigoureux, ont depuis validé la première partie de l'hypothèse. Mais il y a un premier élément de blocage, l'Allemagne. L'Allemagne qui ne sort pas de sa logique purement mercantiliste et qui ne relance pas sa demande domestique autant que pouvaient le laisser présager ses négociations salariales. Seconde hypothèse forte, la reprise ne devait pas venir du consommateur compte tenu de la pression fiscale, mais des activités business to business, celles destinées aux entreprises avec en poisson pilote l'industrie, car seule capable de se brancher sur la demande mondiale. Cette amorce de la reprise débouchait ensuite, assez vite, sur un nouveau cycle de stockage et d'investissement après 6 années de purge. Puis, par effet de diffusion, les services aux entreprises étaient pris dans l'élan. Une reprise pauvre en emploi, faible en revenus, mais qui en bout de course devait quand même réveiller les activités B2C. De la fin 2013 jusqu'au début 2014, la direction prise par les principaux indicateurs confirmait pleinement ce scénario, comme le montre l'évolution du climat des affaires dans l'industrie. Mais depuis 3-4 mois, son ascension est bloquée et notre scénario s'enraye. Cela vient uniquement de la sous-estimation d'une tendance délétère, la déflation. Un phénomène très dangereux pour une économie, car contagieux, qui peut provoquer, accentuer ou faire durer une récession et dont il est très difficile de sortir. Et c'est bien ce qui se passe. Tous nos enchaînements se heurtent au mur de la déflation, la compression des marges et le report des projets d'investissement qui en résultent. C'est aussi pourquoi la révision à la hausse de notre prévision est trompeuse, car ce n'est que l'avatar d'une année 2013 prévue trop basse. Derrière cet affichage, notre trajectoire de reprise, elle, bat de l'aile. C'est aussi pourquoi nous avons multiplié ces dernières semaines les vidéos autour de ce thème central de la déflation. Ok, c'était le point réalisé par Xerfi. Toujours assez haut perché sur le Dow Jones, pas de mouvement franc pour le moment. On suivra ça.
Le match des traders, c'était ce jour sur BFM Business. On écoute Olivier. BFM Business, de placement. Le match des traders. Tous les jours, juste après le journal de 10h30, 2 traders sont au rendez-vous sur BFM Business pour vous donner les clés techniques de la tendance. Jean-Louis Cussac, du côté de Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et chez Bourse Direct, c'est Giovanni Filippo qui nous attend. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. Comment sentez-vous les choses, Giovanni? Plus 0,11%, on a l'impression qu'une fois de plus, ça patine du côté des marchés financiers. Oui, et je dirais que le scénario que l'on privilégie le plus, c'est la temporisation jusqu'au trimestriel. Alors ça va être long, parce qu'ils vont démarrer que dans 15 jours à partir du 8 juillet, mais en tout cas, c'est ce qu'on privilégie à l'heure actuelle. Donc il faut encore s'armer de patience. Ah oui, l'ennui gagne les salles de marché. C'est le pire ennemi du trader, puisqu'il laisse place à des scénarios imaginatifs, voilà, alors que le trader répond plus à l'instinct, surtout quand il y a la volatilité. La volatilité, il n'y en a pas. Donc effectivement, ça risque d'être l'ennui pendant 15 jours encore. Donc hier, on a testé la partie haute d'une ligne de cours représentée par les plus hauts en amont de la BCE en base hebdomadaire, la zone 4512, 4495. On a fait un plus bas 4494,36. Pour l'instant, il n'y a aucune alerte majeure susceptible de pousser les investisseurs à la vente. Niveau d'alerte que je situe aux alentours de 4395 pour les investisseurs. Vous voyez qu'on en est loin. Un rééquilibrage des forces s'est opéré déjà depuis une dizaine de jours, mais le mouvement manque cruellement, je dirais, de relais, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Il y a eu surtout des mouvements capitalistiques ces derniers jours avec l'opération Alstom, hein, très forte baisse en un mois sur EDF de 14%, Alstom 7%, Bouygues 4,75, Airbus moins 4, donc mis à part ça, il ne se passe pas vraiment grand-chose sur les marchés. Un petit coup d'œil sur les ratios. Et là, on a peut-être un petit billet de bearish qui est en train de s'installer sur septembre, puisque je vous avais dit que les ratios étaient hyper optimistes sur juin, l'échéance étant clôturée. Il reste optimiste sur juillet à 0,87, sachant que le point d'équilibre est 1 et que l'excès est à partir de 0,7. Sur août, c'est plutôt de l'équilibre. Et là, sur septembre, on a un ratio de 1,61. À partir de 1,20, on a un excès, je dirais, de vendeurs. Et donc, comme si le marché se préparait à éventuellement un décrochage sur septembre à suivre. Ouf. Donc, en termes de stratégie, beaucoup de divergences. On a une petite zone pivot entre 4535 et 4545. Pour l'instant, on est du mauvais côté de la barrière. Je privilégie l'alternance dans une zone comprise entre 4585, point de résistance 4598, une zone de support à 4486, point d'alerte à 4470. Pour l'instant, on travaille à l'intérieur de cette zone-là. Bon, on va peut-être pas jeter votre regard, Jean-Louis, jusqu'au mois de septembre, mais déjà pour commencer sur la journée, comment vous le sentez? Est-ce que, comme le dit Giovanni, il va falloir s'armer de patience? Oui, et ça dure depuis un certain temps maintenant, c'est vrai. Donc, ça patine, ça patauge, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, en même temps, on peut toujours faire des petits écarts. Il y a une zone d'aller-retour très rapprochée. En gros, c'est 4505 futur juillet, 4535,40 futur juillet toujours. Il y a 8 points d'écart environ. Enfin, il y a 7 points, il y a 8 points de dividende, on va dire, plus le taux d'intérêt. Ça fait à peu près 7 d'écart entre le cash et le futur. Voilà, on est avec un écart assez faible. Donc, les repères sont assez faciles à calculer en temps réel. Donc, tant qu'on est au-dessus, si vous voulez, de 4535, on serait plutôt avec un biais légèrement haussier. En dessous, comme en ce moment, on a le biais plutôt un petit peu baissier, et cela en pur intraday. Il n'y a pas d'indication de tendance marquée sur le court, moyen, long terme. Ça, c'est sûr. On est toujours dans cette phase d'arrêt, alors qui peut durer des semaines, voire des mois. C'est possible qu'on ait un arrêt comme ça jusqu'en septembre. Pourquoi pas? C'est en tout cas ce que j'écrivais il y a quelque temps déjà et ce matin encore. Voilà, donc il n'y a rien de vraiment nouveau. On a toujours des centres d'intérêt sur des middle, des small, ça c'est pas mal. Il y a toujours des dossiers qui bougent, il y a toujours des choses qui se passent, mais c'est vrai que c'est très calme. Beaucoup d'hésitation, pas de flux, ni entrant ni sortant. Hier, à un moment donné, à cette heure-là, ça baissait, on était au plus bas, et je vous ai dit, il n'y a pas de flux sortant. Et il n'y en a toujours pas à l'instant T. Le marché, d'ailleurs,
C'est plutôt bien repris dans l'après-midi et t'as retapé les zones de résistance ce matin encore. Bon, c'est comme ça, il faut patienter, il faut travailler beaucoup, je pense, avec les options profitant de cette très faible volatilité. On était monté à 11,2, on est redescendu à 10,50. Voilà, donc la volatilité des options étant très basse, il faut les acheter et s'en servir comme point d'ancrage, comme repère pour limiter ces pertes, ces risques engendrés sur le futur. Voilà, il faut faire comme ça, il faut continuer et ça peut en effet durer longtemps, comme l'a dit Giovanni. Stratégie action signée Jean-Louis Cussac. Giovanni, un petit coup d'œil sur la parité de change, 36,15. Vous avez 2-3 seuils à nous recommander? Un 36,25 à surveiller au plus près. Il a été débordé ces derniers temps. On est monté, je crois, à un 36,50. Je suis plus réellement vendeur de façon agressive contre ce niveau. Plutôt vers un 36,80, un niveau à partir duquel le dernier signal baissier, je dirais, serait stoppé. Néanmoins, il faudrait reprendre un 37,30, je dirais, pour réactiver la dynamique haussière. Beaucoup de divergences également sur l'euro-dollar. On surveille un triple bottom en base hebdomadaire qui se situe sur la zone des 1,35, 1,35,10. Seule sa rupture pourrait nous ouvrir l'objectif que l'on attendait, qui n'a pas été réalisé, c'est-à-dire sur 1,34,80, 1,33,70. Merci beaucoup. Giovanni Philippot, donc, chez Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, chez Perceval. Vous restez avec nous, Jean-Louis, pour évoquer le dossier action du jour dans un instant. Le CAC 40 est en toute petite hausse, plus 0,07%. Ok, ça c'était le point réalisé par BFM Business, donc le match des traders. Filkizé JD Rocker n'est encore qu'une petite structure, son implantation en France est très marginale, le courtier semble actuellement surtout présent en Allemagne. Les conditions de trading sont très correctes, disait Phil. C'est un point qui était réalisé par Warning Trading à propos de JFD. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent, qui veulent avoir une review au sujet de ce courtier, qui est le courtier que j'utilise d'ailleurs dans le cadre de cette gestion, comme vous voyez ici, eh bien vous avez, moi-même j'ai déjà posté pas mal de choses, pas mal d'interviews, etc. Également d'autres sites français qui publient des reviews, leurs avis à propos du courtier. Alors, qu'est-ce qu'il disait sur le chat écrit? On avait vu. Humanoid, à chaque fois tu mets des mêmes liens de n'importe quoi. Arrête de mettre ces liens, Humanoid, c'est... Voilà. Ça, on l'avait vu. Qui ici a ouvert un compte chez JFD et peut nous en parler? Moi-même j'en ai un depuis septembre, octobre 2013. Ça se passe bien. Et ensuite, je gère mon compte mutualisé chez eux. Pour moi, tout se passe bien. J'ai eu 2 fois des ralentissements sur exécution de quelques secondes. Un très rapide, un peu plus long. Et sinon, dans l'ensemble, ça s'est toujours très bien passé. Sur ces 2 ralentissements, c'est possible que ça vienne de chez moi également. J'ai pas de certitude que ça vienne de mon courtier. Mais sur 700 trades, je crois, au total, je suis vraiment satisfait. Sur mon compte personnel, il y en a encore plus. Je crois que je suis à plus de 1000 trades sur mon compte personnel. Donc vraiment, dans l'ensemble, ils ont répondu à mes attentes et à ce qui était annoncé en termes de transparence, de qualité d'exécution et de spread, de compétitivité des spreads. Donc c'est une bonne chose. Donc moi je suis parfaitement satisfait
dans mon trading chez JFD. Si tu veux avoir pas mal d'avis, tu peux aller voir la file de discussion dédiée à JFD Broker sur le forum. Il y a pas mal de pages et des dizaines de messages de certains clients de JFD ou de personnes qui s'intéressent à JFD. Tu peux te poser tes questions ici. Il y a régulièrement des personnes du support chez JFD Brokers qui viennent lire la file de discussion et répondre aux questions des membres. Tu peux également t'adresser au support de JFD, mais là, pour avoir des retours, des échos, etc., c'est mieux d'aller sur le forum. Moi, je souhaite chez JFD, mais pas français, disait Humanoid. Bah, ils me disent que ça va sortir, mais bon, ça fait maintenant un moment qu'ils me disent que ça va sortir, donc je sais pas, ils prennent du temps à le faire. À mettre en place le site en français. Non, Mario, à part Fabien, qui peut en parler? J'ai vu toute la pub de vidéo, mais rien ne vaut en retour client des Manu. Ça, on avait vu. Alors, ouais, effectivement, lui qui disait mauvaise note sur son site à propos de JFD. Donc, sur Warning Trading, c'est Nicolas Gallardo. J'ai déjà interviewé Nicolas Gallardo. Bon, lui, son principe, c'est d'être assez sévère quant à la notation des courtiers. Tu pourras regarder les différents courtiers notés sur son site. Donc, c'est intéressant, justement, d'avoir des notes sévères, parce que si on a des sites qui donnent que des bonnes notes, bah, c'est plus très intéressant. Donc, bah, les points négatifs qu'il a relevés, c'est l'accessibilité, donc notamment que le fait que le site ne soit pas en français. Donc, il a mis 1 étoile sur 5. Sécurité 2 étoiles sur 5, puisque le courtier est basé à Chypre. Le service 2 étoiles sur 5, ça je sais pas exactement pourquoi, parce que moi au niveau du service en lui-même c'est très bon, donc je sais pas. Un spread inférieur à 0,1 pip c'est top, mais avec des commissions de 8$ par lot, on revient en fait sur un coût d'environ 1 pip par transaction, c'est le prix moyen pratiqué par les autres courtiers. Des efforts sont faits sur l'offre de trading et sont très appréciables, mais pas encore de quoi casser le marché. Voilà, c'est la conclusion. Ouais, après 8$ par lot, c'est négociable. C'est le prix standard. Si vous aurez un petit compte, etc. Après, si vous commencez à faire du volume, vous pouvez négocier, réduire la taille des commissions. Ça peut descendre assez bas. Hein. J'ai entendu pour des gros comptes que ça peut descendre à 4$ par lot, donc divisé par 2. Ça va dépendre bien sûr du business que vous générez au courtier en fait. Hein. Mais l'offre standard c'est celle-ci, je la trouve bonne, hein, parce qu'en moyenne mon spread plus commission sur l'eurodoll durant la session de long je tourne à 0,8-0,9 pip. Donc voilà, je suis vraiment satisfait avec une qualité d'exécution et de transparence qui est bonne. Mais après chacun son point de vue, donc c'est intéressant ici d'avoir un avis externe d'un site tierce. Arrête de poster les vidéos du mec qui fait du turf humanoïde, on s'en fout du turf, merci. Non, je ne connais pas non plus ce site Warning Trading, donc méfiance sur les avis qu'il peut donner. Moi je connais le gars, Nicolas Gallardo. Bon, il a fait pas mal de... Il a bossé sur pas mal de projets différents. J'avais interviewé quand il bossait avec Hollandi Ruxar là, sur un indicateur, ou un peu plus de la vente d'indicateur je crois. Non, il a monté ce site, il m'a interviewé. J'ai une interview de moi sur son site. Voilà. Phil qui laissait un lien. DailyFX. Donc justement du côté de chez DailyFX, il s'exprimait Warning Trading, donc Nicolas, qui disait « Les fiches courtiers que je débute reflètent mon avis et n'engagent que moi. Je vous crois sincèrement quand vous dites avoir une bonne expérience de support client chez LMAX. Cela n'a pas été mon cas. Ma gestionnaire de compte n'était présente qu'une demi-journée sur 2. Elle n'essayait vraiment pas de comprendre mes besoins de trader dans ses réponses, etc. C'est surtout le contraste avec les débuts de LMAX où j'avais eu au bout du fun plusieurs personnes parlant français très compétentes et dynamiques qui me font penser à cette chute de LMAX. Voilà, après LMAX reste bien sûr exceptionnel dans ses conditions de trading. Il se tourne de plus en plus vers des professionnels d'après ce que j'ai pu comprendre. Tant mieux si LMAX améliore un peu sa santé financière. Je ferai une rectification dans la fiche. La concurrence est toujours la bienvenue. Merci de votre soutien dans notre action de dénoncer les courtiers véreux qui sont en majorité aujourd'hui des courtiers d'options binaires en fait, disait Warning Trading, donc Nicolas.
Ok. Alors, ça on avait vu. Humanoïde qui me disait apprends à trader, mais ne me dis pas arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu me racontes, Humanoïde? Je te dis arrête de mettre tes merdes sur le chat écrit, point barre. Tu postes n'importe quoi, les trucs qui n'ont rien à voir, donc t'arrêtes de le faire et y a pas besoin de discuter. Alors, fil 1. Running Training, une solution pour récupérer son argent chez Broker Regulé. Effectivement, c'est ce qu'il propose maintenant, Nicolas, hein, notamment. Il note les courtiers, également il propose d'aider les gens dans leur litige. Je crois qu'il est en contact avec un avocat spécialisé à Paris. Donc voilà, plutôt pas mal. Une bonne idée, un bon business model. Et a priori plutôt dans le bon esprit, hein, puisque en soutien de personnes qui sont fait avoir par des courtiers véreux, propose des solutions, mener des actions en justice, etc. Donc ça on avait vu. Merci Fabien. C'est ce que je recherche, des retours clients. Pourquoi tu recherches un broker? Parce que son avis à la con, il n'y a pas que la bourse. La bonne note viendra avec l'âge et fil, peut-être, on verra ça. Ben moi. Cherche un broker qui a plus de 5 ans d'expérience manu, qui a fait ses preuves et qui se trouve en Europe. T'as le choix, ça t'évitera les problèmes, disait Mario. Je suis déjà chez IG, Active 13, mais je veux diversifier, disait Manu. Voilà, après à toi de te renseigner et de te faire tes avis. Il m'a énervé, Fabien, pour rien. Combien il perd? Hein. Alors Marc Fiorentino s'exprimait sur l'activité en zone euro ce matin au micro de BFM Business, on écoute ça. Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Alors je parlais de l'activité en France et vous étendez le propos à l'ensemble de l'Europe. Bonjour Marc Fiorentino. Bonjour Stéphane. Et c'est vrai que Markit mesurait hier matin un recul de l'activité sur l'ensemble de la zone. Absolument, et c'est vraiment troublant, hein, parce que la Banque Centrale Européenne a largement ouvert les vannes de liquidité, on en parle tout le temps, mais cela n'a aucun impact sur l'économie réelle. Les taux à zéro, l'engagement de Draghi ont certes permis de sauver les banques et de faire monter les indices boursiers, mais toujours aucune reprise économique à l'horizon. Est-ce qu'on a des explications, Marc? Il y en a beaucoup, hein, trop même, mais surtout une réalité, une partie de la zone euro n'a toujours fonctionné que sur un seul moteur pendant des dizaines d'années, c'était la consommation. Et compte tenu du niveau de chômage, de la perte généralisée de pouvoir d'achat, eh bien la consommation stagne et les ménages français, par exemple, commencent même, et on l'a vu avec la baisse des encours du livret A, à taper dans leur épargne. Et les autres moteurs de l'économie? Eh bien en France, par exemple, les exportations, elles patinent, l'investissement ne repart pas. La vraie surprise de ce cycle économique, c'est que l'abondance de liquidités ne profite absolument pas à l'économie réelle. La BCE, en fait, a rétabli la confiance dans le système financier, mais les politiques n'ont toujours pas rétabli la confiance dans la gestion économique du pays, et c'est quand même ça qui est extrêmement ennuyeux. Bon, autre élément mis en avant hier par les analystes du cabinet Markit, c'est quand même si l'Allemagne elle-même commence à connaître un léger ralentissement, c'est la divergence. La divergence qui n'a jamais été aussi importante depuis de très nombreux mois entre l'Allemagne et la France, justement sur l'activité économique. Marc Fiorentino avec nous tous les matins, il est 8h12.
C'est le point de Marc Fiorentino. Attends, je regarde un truc. Ouais. Comme on verra. Ouais. Ok, ça c'était le point réalisé donc par Marc Fiorentino. Pas beaucoup de mouvement sur les marchés actions. On voit ici le Dow Jones qui reste au perché. Il n'y a quasiment pas de mouvement. On est juste en dessous d'une zone de résistance tracée en orange. L'euro-dollar avait pressé à la baisse, ça stagne maintenant. Le dollar yen était sous impulsion haussière, ça stagne maintenant. Le CAC toujours assez bas. L'euro-yen qui bouge pas des masses, on voit ici un M5 sous impulsion plutôt sous tendance plutôt haussière, mais reste dans une zone qu'on a déjà pas mal travaillé, en dessous d'une zone de résistance également, ou au contact d'une zone de résistance. Marché action européen, image du CAC 40 ici qui bouge quasiment pas, donc une journée encore ennuyante, on en entend parler, voilà qu'on s'ennuie en salle de marché, etc. Effectivement, c'est pas les sessions les plus passionnantes qu'on a ces derniers temps, ça reviendra, mais voilà, c'est aussi un contexte de marché, c'est un contexte de marché dans lequel on peut faire de l'argent, on va tout être s'adapter et d'anticiper. Des marchés sans grande volatilité offrent beaucoup d'opportunités également. Donc voilà, chacun de tirer son épingle du jeu. Le but étant au final de faire progresser son capital. Alors que Vincent Gagne lui pense qu'il faut rester acheteur sur l'or et l'argent. Voilà, je me mets à la recherche des différentes publications intéressantes. « 17h23, fin de la session trading européenne dans 7 minutes. On va suivre ça avec intérêt.
Au-delà, faiblesse de l'économie française, on écoute Marc Chantino, cette fois sur son propre site monfinancier.com, on écoute ça. Bonjour et bienvenue dans Mon Financier. Nous sommes le mardi 25 juin et la nouvelle du jour, c'était celle qu'on a déjà commentée sur le site mais qui est quand même très lourde. C'est la chute de l'activité dans la zone euro et principalement en France. Les chiffres sont vraiment désastreux, dévastateurs. Il faut dire que la France tourne sur la consommation et que les ménages aujourd'hui ont des problèmes de pouvoir d'achat et donc ne consomment pas et qu'on ne fait rien pour l'investissement et les exportations. On en reparlera. L'homme du jour, c'est lui, c'est Vincent Bolloré. Voilà, en créant une petite chaîne qui s'appelait D8 de rien du tout, voilà qu'aujourd'hui il prend la présidence du groupe Vivendi. Quel parcours, c'est vraiment fascinant. La BNP, on est dans les dernières étapes de la négociation. La France a demandé l'aide des Européens pour essayer de faire fléchir la justice américaine et de baisser un peu le montant de l'amende. On est sur 8 à 9 milliards. Et là, le Financial Times consacre tout un article sur la faiblesse de l'économie française en disant qu'il va falloir réellement maintenant prendre des mesures de fond pour ne pas tomber dans la déflation. Alors, si vous aimez la politique, eh bien vous allez aimer ce qui se passe. Ça ne va pas réconcilier les Européens avec l'Europe. Alors en fait, le centre-gauche européen veut soutenir la candidature de Juncker, qui est pourtant à la présidence de la Commission européenne, qui est pourtant le candidat du centre-droit, pour pouvoir obtenir d'autres postes en échange. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça qui va faire reculer les votes des partis populistes en Europe, parce que quand on voit un peu toutes ces magouilles politiques, ça donne pas envie de continuer. Alors en France, comment on fait quand on a des mauvais élèves ? Il y a deux possibilités, soit on fait comme en Allemagne, on essaye de remonter le niveau, soit on fait comme en France, quand on a des mauvais élèves, eh bien on supprime. Voilà ce qu'a déclaré Benoît Hamon, il va supprimer les mauvaises notes. C'est tout simple, si vous avez des gens qui sont mauvais, vous enlevez des mauvaises notes, et puis vous n'avez plus de gens qui sont mauvais. C'est comme ça qu'on appelle ça le nivellement par le bas. On le fait déjà avec la fiscalité, et bien voilà maintenant qu'on va le faire avec l'éducation. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. C'était le point réalisé par monfinancier.com. Il n'y avait pas d'autres publications majeures. Alors, je vais continuer à chercher de l'info. Il y avait une gérante, donc Cécile Imbert, qui va parler de Wall Street, sur laquelle elle recherche des valeurs de croissance. Vous avez parfaitement raison, donc c'est pour ça que nous accordons chez Monsartis à plutôt analyser la croissance du chiffre d'affaires et la rentabilité des sociétés, plutôt que de simplement voir si l'entreprise va être particulièrement généreuse vis-à-vis de ses actionnaires, parce qu'on peut très bien faire augmenter un bénéfice net par action uniquement par du programme de rachat d'actions, ce qui nous semble, nous, beaucoup moins sain qu'une croissance du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, en effet, il est important pour nous, en tant qu'investisseurs, et chez Monsartis
Sartis, c'est ce que nous faisons, c'est de nous attarder à essayer de trouver des sociétés qui ont une structure bilancielle saine et qui ont la capacité en effet à faire de la croissance externe pour nous assurer dans les prochaines années une croissance de leur chiffre d'affaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises américaines sont beaucoup plus orientées vers cette thématique de croissance externe que par des programmes de rachat d'actions. Oui, une des problématiques aussi que regardait la Réserve fédérale américaine, c'était l'investissement bien sûr des entreprises. Et jusqu'à présent, on va dire, cet investissement était encore, on va dire, trop faible justement. Oui, alors l'investissement en effet était la dernière composante qui manquait à cette reprise. Aujourd'hui, sur la thématique investissement, je pense que les prochains trimestres devraient être plus favorables à une reprise de l'investissement de la part des entreprises américaines. Il faut savoir là aussi qu'il y avait un certain nombre de facteurs ces derniers mois qui pesaient sur la confiance des chefs d'entreprise américains. Il y a eu la réforme Obama, sur la réforme de la santé et donc les coûts induits quant à la couverture sociale des salariés. Il y avait également tous ces problèmes liés à Washington où on ne savait pas s'il y allait avoir un shutdown, pas de shutdown. Aujourd'hui, les entreprises américaines et les managements ne sont plus confiants. La visibilité est retrouvée et donc nous attendons à une reprise de l'investissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises américaines ont du cash aux États-Unis. Elles en ont également beaucoup à l'étranger. On sait que le rapatriement du cash est problématique. Puisque l'imposition est assez élevée, un rapatriement de cash donc, qui est imposé à 35% aux États-Unis. Et donc c'est vrai que ça devrait être favorable pour l'ensemble des marchés, y compris en Europe, puisque les entreprises américaines devraient aussi, on le voit là depuis le début de l'année, venir faire leurs emplettes en Europe. Le mot de la fin, est-ce qu'il y a des sociétés encore achetables, justement? On parlait de ces niveaux d'indices, mais au-delà des indices, il y a bien sûr des valeurs qui sont peut-être... Il y a des exemples de valeurs qui sont encore... Oui, moi j'ai une valeur dans mon portefeuille que j'aime beaucoup et qui pour moi a un profil de croissance extraordinaire, qui est une société qui s'appelle US Silica, alors qui n'est pas très très connue. Cette société en fait produit le silicium qui sert en fait à la fracturation hydraulique pour le gaz et le pétrole de schiste. Cette société en fait a une position dominante aux États-Unis. L'offre est largement inférieure à la demande, ce qui permet donc à US Silica de pouvoir augmenter ses prix trimestre après trimestre. Dans un environnement assez déflationniste dans beaucoup de secteurs, c'est des thématiques que j'aime bien. Donc avoir une entreprise qui a du pricing power, pour moi, est quelque chose de très important. On sait que la production de gaz et de pétrole de schiste est réellement en train d'exploser aux États-Unis. Les États-Unis sont d'ailleurs en train de s'orienter vers une indépendance énergétique. Et donc cette société profite très clairement de ce boom énergétique sans se soucier également du cours du baril de pétrole. Donc ça, pour moi, c'est également très défensif. C'est une croissance de 20% du chiffre d'affaires. C'est une société aujourd'hui qui se paye à peine 20 fois les résultats 2015. Donc je considère que c'est une société qui, en termes de valorisation, est encore particulièrement attractive. Et ça fait partie de mes meilleures performances depuis le début de l'année. Voilà, il y a effectivement encore des choses à faire malgré ces indices. Oui. Merci Cécile. Je vous en prie, je vous remercie. Avec nous. Merci. C'était le point réalisé par Cécile Imbert. Qu'est-ce que nous avions d'autre comme vidéo intéressante? Ok. Le reste, on avait vu. Attends, on va aller écouter une analyste qu'on n'a pas l'habitude d'entendre puisqu'elle travaille chez IG. Et IG fait des lives désormais régulièrement. On va écouter le point de vue de Maeva. Qu'on peut retrouver tous les mardis et jeudis dès 16h sur le site d'IG, en live donc. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Maëva Chazal et je vais vous présenter aujourd'hui le Market Live de l'après-midi. Nous sommes ensemble de 16h à 16h30 et on va donc faire un point ensemble sur les indices, les devises et également l'actualité et les statistiques à surveiller. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que ce rendez-vous sera donc tous les mardis et jeudis à 16h et on fera ensemble l'analyse économique sur les chiffres sortis dans la matinée d'une part et également on verra les faits marquants de l'ouverture du marché américain. Puis ce qui vous attend ensuite sur les heures à venir au niveau des statistiques, que ce soit dans la matinée demain ou alors la nuit de ce soir. Dans tous les cas, on verra que l'après-midi est assez légère au niveau des statistiques, sauf sur les marchés américains. Et on verra d'ailleurs les statistiques qui viennent d'être publiées. Également, on fera le point, donc je vous le disais, sur les statistiques américaines qui sont tombées à l'instant.
Et encore une fois, le conflit en Irak, conflit armé et d'une part en Ukraine, à ce moment-là, conflit plutôt géopolitique au niveau du gaz, vous le savez, qui continue à influencer le marché. Donc ça, ce sera dans quelques minutes, dans une partie sur l'analyse technique qui s'en suivra, avec un point sur les indices et également sur les devises. Également, je vous rappelle, n'hésitez pas à utiliser Twitter et notamment le hashtag MarketLive, puisque vous allez justement pouvoir retrouver instantanément toute l'actualité et surtout pouvoir poser vos questions en temps réel. Donc, hashtag MarketLive en un seul mot. Le hashtag, je vous le rappelle, c'est le signe dièse et ça va vraiment me permettre, moi, de voir vos questions en temps réel, que ce soit sur la partie macroéconomique et actualité ou alors sur la partie analyse technique. Également, tout au long de la journée et toujours sur Twitter, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à 2 flux, donc @Alexandre Baradez ou @IGFrance pour retrouver tout au long de la journée différents faits marquants comme les actualités économiques, les prévisions, des recommandations et également des idées de trade. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ces 2 flux pour justement avoir accès à toutes ces actualités. Vous allez les recevoir en temps réel justement pendant la journée. Dernière précision qui s'adresse surtout à ceux qui nous rejoignent au niveau de la résolution YouTube. Pensez bien à améliorer la netteté. Donc je vous le rappelle, c'est sur le rouage qui se situe en dessous de la vidéo. Vous avez la possibilité de l'améliorer pour le passer à 720 dpi qui en fait correspond à la HD, ce qui vous permettra de mieux visualiser les graphiques. Alors c'est important puisque c'est justement un travail sur les cotations assez précis et ça vous permettra vraiment de mieux y voir, donc n'hésitez pas à le faire. Dans tous les cas, merci. On est passé sur cette introduction et on va tout de suite commencer avec les statistiques économiques et l'actualité. Donc on commence tout de suite l'actualité avec d'abord les statistiques qui sont tombées ce matin. Donc ce matin dans la matinée, on avait le discours de Charles Plauser, qui est membre du FOMC, donc ça c'était sur le marché américain. Et à 15 h, on a eu d'une part une statistique au niveau de l'euro, justement avec le climat des affaires en Belgique. Donc il était attendu en baisse de 6,4 et finalement le chiffre a été assez positif puisque la baisse était seulement de 6,2. Donc chiffre positif au niveau du climat des affaires en Belgique. Également à 15 h, on a eu donc le composite 20 du S&P avec justement là cette fois-ci une statistique moins bonne pour le dollar puisqu'on avait une prévision qui était à 0,8 et elle a été bien plus élevée que prévu justement. Également, vous le savez, viennent d'être publiées toujours en ce qui concerne le dollar, 2 statistiques assez importantes, même majeures. Donc d'une part, la confiance des consommateurs qui était attendue à 83,5. Donc ça, c'était le consensus. La statistique, elle, était à 85,2. Donc meilleure que prévu. Donc toujours très positif cette fois-ci. Et la seconde, qui sont donc les ventes des logements neufs. Alors là, on avait un consensus à 439 000 et le chiffre justement a été publié à 504. Donc vous voyez, bien au-dessus et donc très positif. Alors au niveau de l'interprétation de ces 2 statistiques, pour la confiance des consommateurs, en fait, ça va mesurer le niveau de confiance des consommateurs en l'activité économique. C'est un indicateur clé puisqu'en fait, il va permettre de prévoir les dépenses des consommateurs et également, ça joue forcément un rôle majeur dans l'activité économique globale. Donc, les résultats plus élevés, comme ce qui a été publié, c'est très positif. Il en va de même pour les ventes au logement. La lecture supérieure aux attentes est bien entendu très positive. Alors, si on détaille un petit peu les ventes de logements neufs pour comprendre à quoi ça correspond, ça va en fait mesurer le nombre annualisé des nouveaux logements unifamiliaux qui sont vendus au cours du mois précédent. Donc, bien entendu, ça va permettre de mesurer l'impact des ventes et donc finalement de savoir si les foyers américains se portent bien au niveau financier. Alors, on continue tout de suite avec l'actualité et donc vous le savez en France toujours l'affaire Alstom qui finalement s'est conclue
et General Electric, justement, qui a publié un communiqué pour expliquer qu'il n'avait pas demandé l'entrée de l'État français au capital, mais que c'était bien une volonté de l'État de le faire, qu'il n'y avait pas eu de demande de leur part. Alors, bien entendu, cet actionnariat, ça va être un coup de pouce pour Alstom, et surtout puisque ça concerne le secteur des transports, forcément, étant donné qu'Alstom va se recentrer au niveau de cette activité-là, ça va être un plus grâce à la commande publique, cet actionnariat de l'État. Si on réfléchit par rapport à General Electric, ce qui est très positif, c'est que finalement Alstom rachète la part de la signalisation, ce qui rejoint totalement cette activité du transport. Siemens, lui, avait proposé un renforcement qui était encore plus important finalement pour ce secteur, puisqu'il avait proposé d'apporter l'ensemble de son matériel roulant. Mais forcément, l'actionnariat de l'État devrait avoir un impact très positif, et notamment grâce à la commande publique. Ça, il faut y penser. On continue tout de suite avec l'actualité sur le marché américain et également BNP qui continue un petit peu à inquiéter étant donné qu'on ne sait pas finalement quelles vont être les mesures et les sanctions qui vont être prises. Ce qu'on sait, un nouvel élément, c'est que les autorités de régulation de la finance de l'État de New York avaient déjà imposé l'an dernier à BNP la présence dans les murs de la filiale américaine un magistrat chargé de surveiller ses activités. Donc, c'est-à-dire que déjà à cette époque-là, il y avait eu de fortes suspicions. Ils avaient mis en place finalement un système pour pouvoir veiller et surveiller. Alors, je vous rappelle ce dont il s'agit, c'est que la banque française est bien entendu suspectée d'avoir contourné un embargo américain qui permettait des opérations commerciales avec les pays comme le Soudan, donc des pays qui étaient sous embargo. Alors, aujourd'hui, la société encourt une amende qui pourrait atteindre 9 milliards de dollars, ainsi que d'autres sanctions. Vous voyez donc un petit peu l'attente et la crainte des marchés par rapport à cette sanction qui serait assez importante. Également, ce qui est important, c'est de savoir que les autorités new-yorkaises ne s'arrêtent pas à BNP, mais sont sur le point justement de procéder de la même manière avec le Crédit Suisse, qui cette fois-ci serait accusé d'avoir facilité l'évasion fiscale de ses clients, qui étaient donc citoyens américains. Donc ça également, ce sera à surveiller. Maintenant, au niveau international et maintenant en ce qui concerne l'Argentine et les États-Unis, donc on en avait déjà parlé. Et cette fois-ci, l'Argentine a décidé d'agir finalement contre cette décision et a fait paraître aujourd'hui dans plusieurs journaux européens et également dès dimanche dans les journaux américains une page de publicité qui critiquait ouvertement la justice américaine. Alors, en nommant ces fonds justement de vautours, c'est le terme qui est utilisé par Buenos Aires, pour justement qualifier les récents événements autour de la restructuration de sa dette, qui, bien entendu, menace la troisième économie d'Amérique latine. Ça, il faut le savoir. Ce qui s'est passé plus précisément, c'est que la justice américaine a décidé que l'Argentine ne pouvait pas continuer à rembourser les créanciers qui ont accepté les restructurations tant que les fonds qui n'avaient pas accepté la restructuration ne seraient pas indemnisés. Donc forcément, ça crée une grande colère de la part de l'Argentine, puisque c'est sa capacité à rembourser justement les différents créanciers qui avaient accepté la restructuration qui est mise en jeu. Donc les termes qui ont été utilisés dans cette pub sont vraiment attaquent très fort justement le gouvernement américain, avec des termes comme l'Argentine veut continuer à payer ses dettes mais il l'en empêche, et qualifiant justement les fonds de vautours, je vous le rappelle. Donc ça également, ce sera à surveiller. Ce qu'on sait, c'est que lundi, l'Argentine justement a fait la demande à la justice américaine de suspendre son jugement, et on devrait savoir justement dans les quelques jours à venir quelle décision va être prise et savoir si finalement le pays pourra éviter un nouveau défaut de paiement qui bien entendu aggraverait la situation économique du pays. Donc on sera également très attentif là-dessus. On continue également avec l'Ukraine. Donc l'Ukraine, vous le savez, qui a été une nouvelle fois appelée par les autorités européennes à vraiment soutenir sans délai le plan de paix qui a été proposé par Kiev. Alors, bien entendu, aujourd'hui, ce qui est demandé à la Russie, c'est de mettre en place des mesures concrètes pour arrêter le flot continu de combattants illégaux, d'une part, et puis également tout ce qui est armes et équipements qui franchissent la frontière vers l'Ukraine.
Il leur a aussi été demandé d'user de leur influence sur les séparatistes pour leur demander de déposer les armes pour vraiment aller plus rapidement vers cette transition vers la paix. Également, les gouvernements européens ont fait savoir que si Moscou ne clarifiait pas clairement ses ambitions par rapport à cette situation, les sanctions économiques allaient de nouvelles fois être renforcées. Bon, on sait que pour l'instant, ces sanctions ont eu une influence assez légère sur la Russie, mais voilà, en tout cas, ça a été dit officiellement une nouvelle fois. Maintenant, en ce qui concerne l'Irak, alors deux nouvelles choses, et notamment deux faits très importants, c'est de savoir aujourd'hui comment l'Arabie Saoudite et le Qatar se positionnent par rapport à ce conflit, puisque pour l'instant, il semblerait qu'ils soient enclins à soutenir les insurgés sunnites en Syrie. Donc tout ça, ce sera afin de contrer l'axe chiite Damas-Téhéran, mais finalement, aujourd'hui, le Qatar est dans une position où on l'attend au tournant et les différents intervenants souhaitent savoir quelle va être la décision finale. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les insurgés fournissent le gros des troupes à Eihl. Je vous rappelle, c'est l'État islamique en Irak et au Levant, et qu'ils ont édifié depuis quelques mois donc un État djihadisant, justement à cheval entre la Syrie et l'Irak. Et donc, même si le Qatar, pour l'instant, clame qu'il ne soutient pas, il n'a jamais soutenu une telle organisation terroriste qui est en plus en passe de déstabiliser la totalité de la région et du coup qui pourrait pousser à la dislocation l'Irak en trois entités qui seraient une entité chiite, une entité sunnite et une entité kurde. Donc voilà, pour l'instant, le Qatar a fait savoir qu'il n'avait jamais soutenu directement cette entité terroriste, mais pour l'instant n'a pas fait savoir sa position. Alors, bien entendu, il faut savoir que même si on voit en ce moment des pays qui sont habituellement des ennemis communs qui se rassemblent justement pour essayer de pérenniser cette situation, et bien entendu, le Qatar est attendu à cette réunion et est attendu pour justement essayer de calmer ces tensions, puisque c'est effectivement un pays qui est influent dans cette région. Alors, qui attend sa décision? Ça va être l'Iran, les États-Unis, mais également la Russie, la Turquie, l'Union européenne et la Syrie. Donc c'est toutes ces nations réunies qui vraiment attendent que le Qatar fasse connaître son point de vue, puisque forcément il est important de connaître sa position sur ce dossier, étant donné que ça pourrait tout changer. Également, toujours en Irak, les réseaux sociaux en ce moment sont en train de prendre du pouvoir, et un petit peu comme au moment des soulèvements en Ukraine, on voit des réseaux sociaux qui sont très rapides et qui permettent vraiment aux militants d'enflammer et de pouvoir faire passer justement leur message, et forcément une certaine propagande qui suscite l'intérêt de tous les activistes. En réaction à ça, les autorités irakiennes ont coupé l'accès à certains réseaux sociaux, donc sans semonce préalable bien entendu, et c'est les réseaux sociaux qui justement étaient un petit peu suspectés de relayer des messages djihadistes. Alors, bien entendu, en réaction à cette décision du gouvernement, on a deux opinions qui se font connaître. D'une part, des détracteurs qui font valoir que cette décision, finalement, entame la liberté d'expression, qui est indispensable dans cette situation, et surtout pour lutter justement contre la propagande djihadiste, avec la possibilité de diffuser des opinions différentes et qui seraient divergentes de celles des militants. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on a des autorités, forcément, qui empêche toute initiative d'information auprès des citoyens, de peur justement que les djihadistes se saisissent de ces réseaux pour justement aller encore plus loin dans la propagande et finalement pour recruter de nouvelles troupes. Donc c'était vraiment pour empêcher les citoyens de soutenir des institutions de l'État qui finalement seraient déjà très fragilisées. On va tout de suite passer maintenant à l'analyse technique, en commençant bien entendu par les indices. Alors ce dont on s'est aperçu, c'est que, bien entendu, ce matin, la détérioration du climat des affaires en Allemagne a forcément assez influé. On le verra ensemble, et c'est notamment dû au repli plus marqué que prévu de l'indice IFO. Alors on verra que
ça a eu certains impacts et on regarde tout de suite ça en commençant avec justement le CAC 40. Donc on passe tout de suite au graphique et vous le voyez là, on l'observe donc à court terme, graphique 1 heure avec justement pour l'instant une tendance assez solide qui continue de monter en tout cas, puisqu'on atteint des plus bas qui sont de plus en plus hauts finalement, mais attention puisque vous le voyez, les plus hauts par contre eux restent très difficiles à atteindre. On s'en aperçoit ici. Alors d'une part la traversée assez difficile de la moyenne mobile à 20 périodes qui se situe à 4521 et également la moyenne mobile à 50 périodes ici qui vraiment accentue la pression baissière et la pression vendeuse sur l'indice. Ajoutez à ça que vous le voyez ici, on a une résistance assez importante qui avait déjà servi ici de support, donc finalement cette ligne de polarité qui également renforce la pression baissière. Donc pour l'instant, pas de mouvement clair. La montée pour l'instant clairement continue à être envisageable, mais de manière assez légère tout de même, puisque la traversée de cette moyenne mobile n'a pas été claire et que ici, la moyenne mobile à 50 périodes, située à 4529, vraiment gêne les cours. Ce qui est certain, c'est qu'au moment où on arrive à s'affranchir de ces deux niveaux, à ce moment-là, il sera possible d'aller viser ici l'objectif à 4536. Donc à surveiller. Toutefois, on arrive en fin de journée sur les marchés européens, pas de statistiques majeures à venir, donc pour l'instant il faudra sûrement attendre la journée de demain pour pouvoir se dégager justement de ces deux niveaux qu'on voit ici. Donc pour l'instant, pour la fin de journée, ça devrait être assez calme avec finalement peu de possibilités sur cet indice français. On continue tout de suite avec le DAX. Le DAX qui, vous le voyez, finalement se situe un petit peu dans la même situation avec des plus bas qui sont de plus en plus hauts, mais des difficultés à pouvoir atteindre justement les pics qui ont été atteints en début de journée. Et également, toujours cette moyenne mobile à 50 périodes, vraiment qui est très baissière et qui accentue la pression en rejoignant justement cette résistance majeure à 9947. Les possibilités qu'il peut y avoir si on arrive justement à s'affranchir de ce niveau, à passer au-dessus des 9947 et également ici au-dessus de la moyenne mobile à 9953, ce serait justement de pouvoir retracer les niveaux qu'on a vus en fin de semaine, la semaine dernière, et de pouvoir retourner au-dessus des 10 000. Bien entendu, il est nécessaire de d'abord franchir ce cap, et comme je vous le disais, on arrive en fin de journée avec une après-midi très maigre, même avec des statistiques européennes quasi absentes, et donc une difficulté sans doute à atteindre cet objectif dans la journée. Donc peut-être quelque chose à prévoir pour demain au niveau des différentes résistances et des supports. On continue tout de suite maintenant avec les marchés américains qui a ouvert donc cet après-midi et on commence avec le S&P 500. Le S&P 500 qui, vous le voyez, vient justement de franchir cette ligne de tendance baissière. Donc il vient de la franchir assez récemment et vous le voyez, le mouvement est d'autant plus fort qu'il a également franchi du même coup la moyenne mobile à 50 périodes qui se situait à 1961. Donc vraiment, ce franchissement peut nous amener à retourner sur les plus hauts. Donc les plus hauts qu'on a vus à 1967. Donc 1967, c'est un petit peu gourmand, mais on peut déjà envisager de retourner au moins jusqu'ici. Vous le voyez, cette petite mèche qu'on voit ici de la journée du 20 juin qui peut du coup nous amener déjà à viser dans un premier temps les 1964. Et bien entendu, s'ils sont atteints, possibilité justement d'aller encore un peu plus haut. Alors, bien entendu, on voit cette bougie ici assez importante et très haussière. Et pourquoi? Puisque, je vous le disais, on a justement eu ces deux statistiques qui viennent de sortir, qui concernent le dollar et donc les États-Unis, qui ont été très positives. Je vous le rappelle, on avait la confiance des consommateurs qui était attendue par le consensus à 83,5.
et qui est sorti à 85,2, donc nettement supérieur, et également les ventes de logements neufs qui étaient attendues à 439 000 et qui ont été publiées à 504 000. Donc vous voyez, également très positif, qui explique finalement qu'on ait pu justement sortir de cette zone qui était une zone de résistance assez difficile à franchir, puisqu'on avait d'une part cette ligne de tendance baissière et également les deux moyennes mobiles ici qui renforçaient la pression. Donc en tout cas, les cours ont réussi à sortir et donc possibilité avec notamment les statistiques qu'il reste dans le courant de l'après-midi, qui sont bien entendu des statistiques bien moins importantes, mais la possibilité justement de retourner et d'aller chercher les 1967. On passe tout de suite au Dow Jones. Ok, donc ça c'est le point réalisé par IG Market, je laisse le lien pour ceux que ça intéresse, et ça vous pouvez le retrouver donc chaque mardi et jeudi à 16 h sur le site d'IG, qui s'est mis à fond dans les vidéos ces derniers temps. IG toujours vendeur sur mon Dow Jones, 17h54, les marchés européens sont désormais fermés. Ah, je vous mets le lien sur le chat écrit. Alors, je prends une décision par rapport à demain et au jour à venir, enfin en tout cas à demain. Est-ce que je laisse courir, est-ce que je coupe? Si je coupe quoi? L'euro-dollar sous pression vendeuse, le dollar yen est bien remonté, l'euro-yen hésite, le câble, donc niveau sterling dollar, est sous impulsion plutôt baissière et a hésité en fin de journée. Pour le moment, je vais laisser courir mes prises de position à la vente sur le Dow Jones, telles qu'elles sont actuellement. Si ça se passe mal, eh bien, je prendrai mes pertes au fur et à mesure. Si ça se passe bien, tant mieux, je n'ai qu'à laisser courir. J'ai pas de raison de clôturer quoi que ce soit, on est assez proche de mes points d'entrée de la journée, sous une zone de résistance. Il n'y a pas d'impulsion haussière particulièrement forte aujourd'hui. Si on écoute, si on regarde l'évolution du Dow Jones du côté de MarketWatch, on prend 0,09%, donc un Dow Jones très stable. Pas de signaux particuliers ce jour, donc pour le moment je laisse courir l'entièreté de mes positions. Alors Emmanuel qui me disait faut couper le Dow Jones. À ce moment-là, Humanoid, si tu penses que le Dow Jones va monter, il faut que tu l'achètes, Humanoid, ou que tu établisses une stratégie d'achat. C'est aussi qu'il laisse un lien. Alors. Ok. Ceux qui disaient... Voilà, par rapport au trading à haute fréquence, une vidéo qui était partagée. Durant 7 secondes, il y a eu plus de 7000 trades, donc 52 000 contrats qui ont été échangés. Et le prix pouvait évoluer en millisecondes. L'équivalent de 400 points de variation. Pour l'équivalent de 400 points de variation du Dow Jones. Assez dingue le trading à haute fréquence, disait Sosic. Alors, je ne sais pas exactement à quoi correspond cette vidéo, on va la regarder. Sosic, c'est en anglais. On va quand même regarder, c'est une vidéo...
Alors, je suis pas bien sûr de comprendre ce que ça représente. C'est quoi? C'est des ticks, en fait, c'est chaque transaction, mais... Je sais pas, ouais, je comprends pas... Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de transactions très rapidement, que là, c'est ralenti par rapport à la réalité du truc, mais je vois pas ce que cela... Depuis que disait la solitude t'ennuie, Uma, ou c'est un trait de caractère chez toi de s'exprimer tout seul. Ça, on avait vu. Les analyses comme BFM, etc., n'y changeront rien. Il y aura d'autres tsunamis, bourses, et oui, certains comptes seront fermés car personne ne maîtrise la bourse du monde entier. Deuxième de mon prono. Ici maintenant qui disait bonsoir Fabien, tu précises la méthode de ton compte à 100 000 € sur ton site? Oui. Bah, ma méthode c'est j'établis les stratégies, donc elle va varier, mais globalement l'idée c'est de suivre les impulsions et les tendances de fond, donc de suivre le marché en prenant des positions à multiples reprises dans l'idée de lisser ma courbe de résultats et d'avoir un maximum de journées de trading gagnantes, de laisser courir quand ça se passe bien jusqu'à ce que le mouvement s'essouffle, et prendre le bénéfice à ce moment-là. C'est précisé sur le forum, en tout cas, il y a une file de discussion dédiée à mon compte mutualisé si ça t'intéresse. Je te laisse le lien. Voilà. Épicure, extrême, c'est pas d'aujourd'hui. Elle-même souhaiterait, il y en a des vrais. Ta méthode n'est pas bonne, il faut le changer car la grave perte, dit Humanoid. Oui, enfin ça c'est si tu penses... voilà, encore une fois Humanoid, tu donnes souvent ton point de vue, etc. Bah, je l'ai bien entendu, ton point de vue, là tu le répètes en boucle, mais bon, ça peut pas évoluer plus que ça. Donc effectivement, toi par exemple, si tu penses que c'est pas une bonne stratégie, il faut que tu en utilises une autre, que tu en mettes en place une autre, que tu échanges et que tu... Voilà, que tu nous présentes... ta réflexion, le suivi de tes résultats, etc. Ce sera intéressant. Bonne fin d'après-midi, sans rancune Épicure. Alors, la première fois que je te vois, mais bon, c'est un forum. Ok, ciao, bonne soirée à tous, bon trade. Vous pouvez suivre les résultats de mon compte à tout moment, même quand l'émission est terminée, via le lien MyFXBook. Donc, résultat du compte est MAM au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. D'autres vidéos vont paraître prochainement. Il y a pas mal en préparation qui sont en attente de validation par... Voilà, qui sont en attente de validation. Donc ben, je vous tiens au courant et vous retrouvez tout ça sur le site ou sur les différents réseaux sociaux que vous retrouvez en haut à gauche au-dessus du logo. Bonne soirée à tous. Demain je vous retrouve pour une autre session de trading en direct.